Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Pascal, salut Yo, Dan. yo. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où tous les 15 jours nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invitée aujourd'hui, c'est Mégane. Salut Mégane. Salut. Salut Mégane. Hello, Et- Mégane. Bonsoir. Et nous allons parler de reprendre sa vie en main. Eh oui. Alors Mégane, dis-nous un peu qui es-tu ? Eh bien, je m'appelle Mégane, j'ai 28 ans et je suis à l'aube du reset de ma vie, puisque effectivement j'ai repris ma vie en main. Ça veut dire quoi, reprendre ? T'as repris ta vie en main ? Ça consiste en quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je crois que reprendre sa vie en main, c'est accepter de prendre le recul nécessaire sur ce qu'on a déjà fait dans sa vie et sur ce qui on est dans sa vie, se rendre compte qu'on n'est plus tout à fait en phase avec ça, avec cette nouvelle personne, et être capable de prendre les bonnes décisions, les bons choix et affronter ce gros obstacle qui arrive et qui te dit fais gaffe, t'es en train vraiment de partir en couille. Et quand t'es plus OK avec ça, il faut reprendre sa vie en main pour retrouver la bonne voie, le bon chemin pour la suite. À quel âge tu t'es dit ça ? J'ai commencé à me dire ça, je crois, il y a... On va dire que la première phase a été amorcée il y a 2 ans, donc je devais avoir 26 ans. Et après, entre le moment où tu te rends compte qu'il faut qu'il se passe quelque chose et le moment où tu décides vraiment de prendre des choses en main, c'est comme le moment où quand tu veux quitter ton mec, quoi. Il y a 1 an avant de prendre le taureau par les cornes, quoi. Un an. Ouais, je pense vraiment. Voilà, tous les mecs qui nous écoutent, vous avez 1 an a priori. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que Vous avez 1 an pour régler les problèmes. tu commences à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans la machine, qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage. Mais en fait, avant que tu réussisses à comprendre ce qui ne va pas, comment faire pour changer les choses, etc., ça met du temps, en fait. Je compare souvent cette phase à une transition comme quand tu passes de l'âge d'adolescent à l'âge adulte. Tu commences à avoir des premiers signes et physiques, ce genre de choses, etc. Et en fait, pour moi, cette transition, elle a été pareille. Il y a eu un moment où, en fait, je pense que je suis passée de l'âge j'étais déjà adulte, puisque j'avais déjà 26 ans, j'étais déjà partie chez mes parents depuis que j'avais 18 ans. Mais je crois que j'étais encore un peu dans une espèce de vie où j'avais besoin de vivre à 1000 à l'heure, avec la peur de passer à côté de ma jeunesse, de pas profiter assez. Et effectivement, je crois que c'est venu de là, en fait, se dire ouais, mais en fait, là, tu vas trop vite et tu fais n'importe quoi. Donc, pose-toi. Alors reprenons tout dans le bon sens. On a l'impression que tu as quand même eu une longue histoire. Ouais. Parce que si t'as fallu 1 an pour terminer, tu peux prendre depuis le départ. C'est ça le point de départ ? Ouais. Le point de départ, je pense que ça commence à vriller, on va dire, après une très grosse histoire d'amour. Comme d'habitude, hein. Toujours les mêmes qui foutent le bordel. Je crois que je dois avoir à ce moment-là 23 ans, 24 ans. C'est une histoire qui dure 5 ans. Donc qui a commencé à 19 ans ? Qui a commencé peut-être à 20 ans. Ouais, ok. Qui commence à 20 ans et qui est le genre d'histoire passionnelle, mais dans tous les sens du terme, donc va très haut, mais qui va aussi très bas, qui est très compliqué, qui est avec un homme qui est aussi un peu plus âgé, mais beaucoup moins mature que moi dans sa tête. Et du coup, là, on passe par des phases un peu compliquées de prise de tête, de manque de confiance, de tromperie, de mensonges, etc. Et en fait, sur l'usure, au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment une usure et je perds complètement pied de ce que j'étais prête à accepter, que finalement j'ai accepté et que je n'aurais pas dû. Et en fait, il y a toute une espèce de phase où ta personnalité elle-même, elle est complètement remise en cause et que tu ne sais plus en fait qui tu es. Parce que ce que tu es devenu aujourd'hui, tu ne pensais pas pouvoir l'être un jour. Tu ne pensais pas pouvoir accepter certaines choses et tu ne pensais pas non plus pouvoir agir toi-même de cette manière. Des fois, j'avais des excès de violence qui étaient assez... C'est-à-dire, tu le tapais ? On en est arrivé à des phases, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que je pense que pendant les premières années de notre relation, j'ai accepté beaucoup et j'ai été très patiente parce que je suis quelqu'un qui est de nature assez patiente et calme et compréhensive. Et sauf qu'en fait, à la fin, j'en pouvais plus. Au bout de 5 ans, j'en pouvais plus. Et donc, plutôt que de partir, puisque c'est long le déclenchement du partir, tu le tapais parce que mais c'était... Enfin, vous tapiez en tout cas, c'était quoi l'idée derrière ça ? Et en fait, on s'aimait trop, du coup, on se remettait ensemble et ça remarchait bien pendant quelques semaines, quelques mois. Et il y avait toujours en fait un élément déclencheur qui fait que, en fait, à la fin, on ne s'est pas tapé dessus pendant 1 mois, mais pendant 1 an, pardon. Mais ce qui fait que, à la fin, si tu veux, quand tu vois
vraiment ta personnalité qui est détériorée parce que je suis pas quelqu'un de violente de base et qui est à ce point-là qui me fait sortir de mes gonds, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit en fait c'est bon, faut vraiment que ça s'arrête parce que je ne suis plus moi et je suis plus ok avec ça en fait. Et donc quand tu sors de cette relation, t'es qui? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais plus qui je suis. Ah ouais? Je crois que je suis un peu comme un fantôme qui erre entre ce sur quoi tu as construit ta vie pendant quasiment 5 ans, où tu te projetais énormément avec la personne, on allait prendre un appartement ensemble, on s'était présenté nos familles. Donc ça, il y a un moment où tu te dis, putain, j'ai 25-26 ans, bah, peut-être que c'est vraiment la bonne personne avec qui potentiellement je vais m'installer, on va construire quelque chose. Enfin, on avait vraiment des bases qui n'étaient pas suffisamment solides et qui étaient fragiles, mais on avait des vraies bases et voilà, et après ça, je sors de cette relation, je ne sais plus qui je suis vraiment, je ne sais plus du tout ce dont j'ai envie, très clairement. Je suis encore très amoureuse de cette personne, même si je sais que je ne peux pas être avec elle pour mon bien et pour son bien. Et là, je pense que je rentre dans la phase du classique, on fait n'importe quoi. C'est quoi n'importe quoi? Le classique n'importe quoi, c'est tu sors tous les week-ends, tu fais beaucoup la fête, tu bois beaucoup d'alcool pour oublier ta peine, tu rentres un peu avec n'importe qui le soir parce que t'es un peu bourré et que de toute manière demain tu te souviendras à peu près quasiment pas de la soirée ou de la nuit, donc c'est pas très grave. Et t'enchaînes un petit peu plusieurs mois comme ça où tu fais beaucoup la fête. Moi je travaille dans un milieu en plus où je travaille dans on va dire dans la publicité, mais plus particulièrement dans le milieu des influenceurs, de YouTube, de Facebook, etc. Donc, c'est un métier aussi où on fait beaucoup la fête la semaine. Et donc, en fait, progressivement, tu rentres dans une phase où tu sais plus trop qui t'es et tu commences à prendre de mauvaises habitudes qui t'emmènent sur des mauvaises voies, en fait, des mauvais chemins. Pourquoi c'est mauvais? Enfin, en quoi c'est mauvais? Je vois pas pourquoi il y aura un bon chemin et un mauvais chemin et pourquoi celui-là sera un mauvais chemin. Je pense que celui-ci est un mauvais chemin parce que c'est pas le choix que tu fais en état de cause, c'est le choix que tu fais par dépit en fait. Parce que je suis quelqu'un qui a quand même une grosse personnalité. Je suis pas quelqu'un qui suis fragile aux yeux des autres. Je suis toujours celle qui va être plutôt moteur dans un groupe, plutôt toujours justement celle qui va être rigolote, qui va être force de proposition. C'est la fêtarde, c'est celle qu'on appelle tout le temps quand on a un petit coup de mou, quand on sait pas quoi faire, etc. Tu vois, le petit bout en train du groupe. Et en fait, malheureusement, je me laisse un peu prendre dans ce cercle-là. Alors même si effectivement, je suis cette personne, je suis un bout en train, je suis celle qui fédère les groupes, etc. Et j'en suis très fière. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me perds là-dedans parce que je veux pas perdre la face par rapport à mon entourage, par rapport à mes amis. Je pense que je veux vite passer cette histoire qui est derrière moi et je me reconstruis une vie, des habitudes qui ne sont pas les bonnes, mais qui sont plus ce que j'ai envie de renvoyer aux gens pour ne pas que les gens voient que je suis vraiment triste et atterrée à l'intérieur. C'est une question de statut social alors. Oui, c'est ça, c'est une question de statut et de représentation. Tu ne t'autorises pas à te montrer vulnérable auprès des gens qui te connaissent comme étant le bout en train, c'est ça? Exactement. Ça fait vraiment partie du moment où tu décides de te mettre ce que moi j'appelle une armure. Ouais. Et que tu te dis maintenant, de toute façon, avec ce que j'ai vécu, je peux tout encaisser et je peux me débrouiller toute seule et j'ai besoin d'aide de personne. Et en fait, là, le problème, c'est que tu te mures un peu dans le silence et dans le déni et que tu commences un peu à prendre de mauvaises... Plutôt que d'accepter et d'être OK avec ça et de vivre tes émotions et d'accepter pendant peut-être 3, 4, 5, 6 mois d'en parler et d'être mal. Moi, j'ai pas accepté d'être mal, en fait. Je voulais pas être mal parce que j'étais pas cette personne-là. Ah d'accord, donc tu t'autorisais pas, tu disais je suis mal, mais non, en fait, c'est pas moi, donc je ne suis pas mal. Non, et même à moi-même, je pense que je me disais pas je suis mal. Ouais, c'était vraiment genre quand j'avais des moments de down, je prenais le téléphone, je disais qui est-ce qui veut sortir ce soir, les gars? Et on y va. Et en fait, évidemment, le soir, tout va bien. Et le dimanche matin, quand t'es en gueule de bois, pas possible, bah, tu te rends compte que c'était du court terme, en fait. Et je pense que j'ai beaucoup cherché aussi cet effet de se sentir mieux sur du court terme par des plaisirs un peu fugaces, des sorties, des trucs, les relations courtes. Parce que, en fait, c'est de l'immédiat, en fait. Ça se consomme maintenant. C'est pas du bonheur que tu mets du temps à construire ou une relation que tu mets du temps à construire. C'est maintenant, en fait. Je sors à 22h. À minuit, genre, je suis au climax de ma soirée et tout va bien, tu vois. C'est quoi le climax de ta soirée?
Ça consiste en quoi? C'est d'être avec un mec, c'est d'être avec une bouteille? Non, c'est quoi je crois que le climax de ta le soirée? climax de ta soirée, c'est le moment où tu sens que t'es avec tes potes, que t'es dans un endroit sympa, que tu rencontres plein de gens, que tu commences à être un peu pompette. Enfin, tu vois. En fait, ce truc où tu te désinhibes en fait et où t'oublies ce qui te pèse au profit en fait de cette dopamine que l'alcool te file et qui te fout une décharge et qui te dit mais t'es au max là en fait, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que c'est là où l'erreur elle est, parce que du coup le lendemain t'es mal et que t'as juste envie c'est de revenir au climax d'hier soir et de pas être dans cet état de mal après. Une forme d'addiction, on dirait. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Bien sûr que c'est grave. Pourquoi? Ah, bien sûr que c'est grave, parce que c'est grave à partir du moment où tu te mens à toi-même de ne pas accepter que tu vas mal et de ne pas accepter de trouver les solutions pour aller bien. En fait, c'est juste vraiment en permanence mettre un masque et vivre, pas pour toi, mais vivre pour les autres en fait. Et c'était vraiment devenu ça le problème, c'est que je voulais pas affronter mes problèmes et je voulais pas, ça me faisait peur en fait. J'avais pas envie de... Tu dis vivre pour les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vivais pour l'image que... Je vivais dans le regard des autres. Comment ça? Ouais. En fait, si je devais donner un exemple, je pense que on a tous dans nos vies ce que moi j'appelle des groupes d'appartenance. J'appartiens à un groupe avec ma famille, j'appartiens à un groupe avec mes collègues de travail. Les groupes WhatsApp, quoi. Exactement, en quelque sorte. Et en fait, pour chaque groupe... Et je pense que c'est pas propre à moi. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui est aujourd'hui plutôt commun dans notre vie sociale. C'est que t'es une certaine personne avec une certaine étiquette sur le front en fonction des gens avec qui t'es. Tu vois, avec ton groupe dans ta famille, tu vas typiquement moi, dans ma famille, j'étais celle qui a fait des études, celle qui a quitté la maison tôt pour s'émanciper, celle qui a voulu faire une carrière, qui est très ambitieuse. Donc t'as cette pression en fait de pas vouloir décevoir ta famille. On t'a payé des études. Enfin. Donc t'as cette pression de te dire faut pas que je perde la face, que je les déçoive, et il faut que je garde le cap. Avec tes potes, t'es cette personne hyper pétillante, qui sort, qui est fêtarde, qui est la bonne copine du groupe, qui a toujours des bonnes expériences à raconter, etc. Et en fait, du coup, tu te mets des étiquettes et c'est hyper dur parce qu'en fait, t'es dans une espèce de schizophrénie permanente. Où en fonction des gens avec qui t'es, tu t'adaptes. Et alors avec eux, je suis un peu plus comme ci, avec eux, je suis un peu plus comme ça. Et en fait, tu finis par jouer des rôles. Enfin, ta vie devient une pièce de théâtre, en fait. Ça, tu parles du moment de cette époque un peu où c'était le foutoir. Ouais. Parce que moi, j'ai la sensation que selon le groupe dans lequel on n'est pas toujours la même personne quand même. On n'est pas toujours la même personne. Mais le problème, c'est que... En fait, si tu veux, au début, je dirais que pendant cette première phase où j'avais besoin de faire la fête, de sortir et de retrouver un peu de vie, j'étais OK avec ça. J'étais OK avec le fait d'être cette personne, etc. Et en fait, au fur et à mesure des mois, c'est pour ça que je dis que cette transition, elle prend du temps. C'est parce qu'au fur et à mesure des mois, tu te rends compte en fait que tu ne veux plus être que ça. Tu veux continuer à être la bonne copine, la fêtarde, celle qui a toujours des expériences incroyables de vie, qui rencontre du monde, qui est une passionnée. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus que ça, en fait. Oui. Et que je n'étais plus une personne aussi sensible qu'on pouvait appeler quand on avait des coups durs, qui était capable d'écouter, une personne de confiance, en fait. Et en fait, c'est là où tu commences à amorcer cette transition de te dire je ne veux plus de cette étiquette qu'on m'a collée sur le front, qui ne me convient plus. Parce que je ne suis pas que la fêtarde, la débauchée. Putain, mais les gars, regardez-moi, en fait, je suis là. Et en fait, c'est vraiment ça. Après, tu vis un peu dans l'ombre de l'étiquette qu'on t'a collée sur le front. Mais je comprends pas, en fait, quel est le rapport entre cette séparation et ce truc de se dire, OK, on m'a collé une étiquette. Parce que, en fait, ça, je pense que tout le monde, en fait, se dit... quand tu grandis, voilà, tu as une étiquette par rapport à ta famille, tu peux avoir une étiquette d'être le gamin relou, puis après finalement tu vas faire des super études et puis en fait tu vas avoir un super taf, ou alors dans un groupe de potes tu peux être le mec qui se tape plein de meufs par exemple, et puis après à un moment tu es en couple ou inversement. Mais quel est le rapport entre toi, le fait que d'un coup en fait cette prise de conscience elle est arrivée après la rupture? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un truc où vraiment tu t'es dit en fait je romps avec cette personne, donc je suis plus en couple et du coup j'ai l'impression de plus être moi-même et j'ai l'impression de plus être la personne
la personne qu'on pensait que j'étais, quoi. Non, mais genre à chaque fois, et en plus en étant à chaque fois une personne différente, quoi. Comme une forme de rupture, en fait, entre la fille en couple et la nouvelle. Ouais, je pense qu'il y avait un besoin de liberté, en fait. J'avais besoin d'oublier un peu. Et puis, je crois que d'une certaine manière, j'avais aussi un peu honte de moi après cette rupture, tu vois. Honte de quoi? De t'être séparée? Non, je crois que j'avais un peu honte d'avoir échoué. Je crois qu'il y a une partie échouée, et je crois que j'avais aussi honte d'avoir accepté certaines choses en couple qui étaient un peu contre mes principes. Et d'avoir aussi fait interférer mes amis un peu dans la relation dans certaines choses où tu vois, il y a un moment quand tu as les mêmes problèmes réguliers en couple et que tes potes te disent bah ouais mais en fait ça fait 2 ans que c'est comme ça, donc en fait il y a un moment si t'es pas ok avec ça, mais en fait on peut plus rien y faire. Donc en fait il y a un moment où je crois que t'as plus envie t'as envie de breaker complet et de repartir à zéro. Et la facilité, en fait, ça a été de repartir à zéro dans cette facilité, dans la fête, etc. Je pense que c'est une rupture complète entre je veux plus être pas la pauvre meuf, tu vois, mais je veux plus cette souffrance et je préfère m'émanciper de ça. Et du coup, tu repars à zéro. Je pense que c'est ça Et à cette époque-là, t'avais l'impression de reprendre ta vie en main? Ou est-ce que est-ce qu'à cette époque-là, tu t'es dit, c'était conscient, tu t'es dit moi je veux faire ça pour changer, ou est-ce que c'était complètement Non, en fait c'est là l'erreur, c'est là où elle est. C'est que tu te laisses un peu porter par le flow parce que on va dire que quasiment tout le monde, le premier truc que tu fais quand tu te fais quitter ou quand tu quittes ton mec, c'est que t'appelles tes potes et tu fais la teuf et tu te mets une tôle, tu vois. Et donc du coup tu suis un peu le flux comme ça, et puis ça dure 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis après, ça devient une habitude. Et ça devient une mauvaise habitude. Et donc, à la fin de cette période, comment elle se termine, cette période? À la fin de cette période, elle se termine parce que les mois passent et je suis de moins en moins en phase avec ça, en fait. Je suis de moins en moins... en fait, je me rends compte que je sors beaucoup trop. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Tu vas prendre... Je commence en fait je commence à sentir qu'il faut que je fasse autre chose et il faut que je trouve un moyen de me recentrer sur moi-même. J'adore les voyages et en fait j'amorce un premier voyage seul de 2 semaines au Cambodge. J'ai beaucoup voyagé déjà en sac à dos, mais plutôt entre potes, et là il y a personne qui peut partir avec moi et je me dis nique, je pars toute seule. Et je me dis on verra comment ça se passe 2 semaines. Et en fait, pendant 2 semaines, donc je pars et je me sens bien, en fait. Je rencontre énormément de gens et je découvre en fait ce que c'est de rencontrer des gens avec qui tu peux être qui tu veux et renvoyer l'image de qui tu es vraiment, parce que ces gens n'ont pas ton background et ces gens ne savent pas qui t'es. Et je fais plein de rencontres et ça se passe merveilleusement bien pendant 2 semaines. Je rentre et je me dis putain mais c'était génial en fait. J'étais au Cambodge, j'étais dans des temples, donc tu sais t'as un côté aussi très spirituel où tu te poses, etc. Tu réfléchis et puis t'es seule, donc t'as du temps parfois quand tu tapes 12 heures de bus toute seule à regarder le paysage, t'as le temps de penser un peu à tout ça, tu vois. Et en fait c'est là je pense que l'amorce vraiment ça commence dans ma tête et je me dis mais en fait c'est ça, faut que je recommence à zéro en fait. Du coup je reviens en France et je me dis il faut qu'il se passe un truc. Et en fait, le problème, c'est que quand j'arrive en France, je suis tellement embourbée dans mes mauvaises habitudes, avec les sorties, les copains, les abus, les trucs, que j'y arrive pas. Parce que j'ai cette pression sociale aussi, qui fait que quand tu vas en soirée, tu dis non mais ce soir je rentre tôt, et on te dit allez encore un verre, et tu dis non vraiment je rentre tôt. Et en fait là la personne arrive avec une tournée de shots, et en fait ça dégénère. Et en fait il suffit d'une tournée de shots finalement pour que tu vois, la soirée dure jusqu'à l'aube, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. Et en fait la pression elle est là, c'est que quand t'arrêtes de boire mais ça c'est toi qui te mets la pression quand même. Non, enfin je pense sincèrement, et j'ai fait on en parlera après, mais il y a une vraie pression en fait on s'en rend compte après. Je vous termine. Ouais, vas-y. Je vous termine un peu. Donc je décide après ce voyage de commencer cette transition. Je sens qu'en fait ici j'y arrive pas parce que j'ai des mauvaises habitudes et que les gens en fait ne m'aident pas à changer. On me laisse cette étiquette et quand j'essaie de m'en émanciper, on me la laisse. Et en fait, je commence à mûrir une décision dans mon esprit qui est je vais me barrer. Mais je vais vraiment me barrer. Et je vais partir je sais pas combien de temps. Et je vais prendre un billet d'avion. Et je vais partir toute seule. Et en fait,
je décide de quitter mon boulot. J'en ai marre, ça fait 4 ans que je suis dans la même boîte, j'ai envie d'autre chose. C'est le moment, tout est aligné, je trouve une sous-loc pour mon appart, je prends un billet d'avion et je pars pour un aller simple au Laos. Wow. Voilà. Et là, je me dis, dans mon esprit, je pars pour 2-3 mois, mais je me mets pas de date de retour. Je me dis, si j'ai envie de rentrer au bout de 2 mois, je prendrai un billet. Et si j'ai envie de rester 4-5 mois, en fait, je prendrai le billet quand j'ai envie. Et en fait, là-bas, je décide finalement de rester quasiment 4 mois et demi, puisque je vais faire quasiment 1 mois un pays. Et en fait, je me redécouvre. Je découvre en fait cette liberté d'être qui tu es, d'être qui tu veux. Et en fait, je prends là-bas le temps de construire ce que j'appelle mon nouveau moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'apprends à me poser, à regarder en arrière et à me dire ça. Genre, c'est un peu compliqué. J'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais en fait, tu prends du recul sur ton comportement, sur ta manière d'agir, sur ta manière de penser, sur tes mauvaises habitudes, etc. Et en fait, étant donné que t'es loin de tout le monde, t'as pas tes piliers, t'as pas tes potes, et en fait, tu te reconstruis une vie, une routine. Parce que c'est surtout ça aussi, il faut se reconstruire une routine loin de tout le monde, ou loin de tes habitudes. Et en fait, tu reconstruis ta personnalité, et c'est ce que j'appelle faire un reset total, en fait. Ouais, c'est marrant, ça, une routine. Enfin, oui, parce qu'en fait, tu veux dire une routine à l'étranger, c'est parce que comme tu habites au même endroit, tu vas faire tes courses au même endroit tout le temps. Comment tu peux avoir une routine quand tu es en voyage au Laos en fait, ce que j'appelle se faire une routine, c'est juste prendre ses marques et se mettre dans un espèce de rythme, une dynamique où justement ta routine, c'est pas d'aller faire tes courses, mais c'est de te dire que tous les 3 jours, tu vas changer, tu vas bouger d'une ville à l'autre, que tu vas devoir t'organiser à savoir quelle est ta prochaine étape, qu'est-ce qu'il y a à visiter, et en fait ça devient une routine qui est beaucoup plus sexy qu'aller faire ses courses à Carrefour le samedi matin, mais en fait c'est se mettre dans une espèce de dynamique en fait. Non. Ah mais j'en viens, donc on est ok. On est ok, c'était ma routine de vacances. Tu vois Pascal, tu as fait un reset aussi ou pas? Non, j'ai pas fait un reset, mais pas encore. J'ai vu les temples et tout ça. Voilà. Et ma routine, c'était de me dire, où est-ce que je dors demain? Mais c'est ça, en fait, c'est une autre. En fait, tu fais abstraction de tout ce qui est contraignant ici. Et moi, je pense que ce qui était le plus contraignant pour moi, c'était mes relations avec les autres, en fait, finalement. Donc là-bas, tu as défini des nouvelles relations avec les autres dans lesquelles tu pouvais être vraiment toi-même. Et si on aborde un peu sur le côté relationnel homme-femme, comment ça se passait avant? Comment ça s'est passé pendant ce reset? Parce qu'avant, donc, tu disais, en gros, tu buvais, tu chopais un gars et le lendemain matin, c'était... C'est horrible. Ciao. Non, disons qu'au-delà de je sors, je chope, en fait, j'avais une personnalité qui était qui était un peu fondée sur la séduction. Tu séduisais? Je minote beaucoup. Oui. Tu l'utilises au présent, donc ça veut dire que ça continue. Je minote toujours un peu. Ça marche toujours. Mais en fait, si tu veux, c'est qu'avant, je capitalisais sur mon physique et sur la séduction pour créer des liens, même pas des liens forcément intimes avec les gens, mais en fait, c'était vraiment ce trait-là. En fait, je me disais, mon atout, c'est la séduction. Tu vois, en fait c'est mon physique, etc. Et en fait c'était ça aussi qui me posait un peu problème, c'est qu'on me voyait d'une certaine manière parfois comme une fille superficielle, alors qu'en fait je suis pas du tout une fille creuse et inintéressante, mais en fait je mettais moi-même en avant le physique. Parce que c'était aussi ce qui était le plus simple, on va pas se mentir, étant donné qu'à l'intérieur j'étais un petit peu déboussolée, que je savais pas trop qui j'étais, t'as pas envie d'étaler un peu ta vie privée sur la table alors que c'est le bordel, quoi. Et c'est pas parce que c'est peut-être plus simple aussi en société? Mais bien sûr que c'est plus simple. Bien sûr que c'est plus simple. On travaille moi dans la publicité, je travaille dans un métier du paraître, donc on te demande toujours de toute façon d'être jolie et de minauder un peu avec les clients, avec le truc. Donc en fait, ouais, tu prends ce truc-là et en fait tu finis par devenir l'ombre un peu de ta personnalité et ton physique, ta minauderie prend le dessus. Et en fait là, j'arrive dans un voyage où je peux pas trop minauder parce que très clairement. Je suis partie pour 5 mois avec 2 shorts et 5 t-shirts, tu vois. Tu peux minauder quand même, non? Ouais, mais en ça fait, marche pas. En fait, t'as pas envie, quoi. Plutôt. Ouais, en fait, là, je crois que c'est vraiment... Ça marche pas là-bas? C'est peut-être pas les mêmes codes? Eh ben, je pense que même pas... Je suis jamais allé, excusez-moi. Non, je crois que c'est même pas que ça ne marche pas, c'est vraiment que ça ne me vient même pas à l'esprit. Ouais. C'est-à-dire que j'ai avant tout envie de rencontrer des gens et de créer des relations parce que c'est des gens avec qui je vais partager un bout de voyage, je vais partager des moments de vie. Et en fait, je suis plus à me créer
un cercle social de potes, comme si je voulais me refonder une famille, mon cercle tu vois, genre proche, sur qui je peux compter en voyage, plutôt qu'être dans la séduction et avoir une relation éphémère, en fait. Ouais. Et je me rends compte énormément, en fait, que quand je rencontre les gens, au début, ça m'est même arrivé de rencontrer un mec et de me dire, putain, il est canon. Je pourrais même le taper, tu vois. Et en fait, au bout de 24-48 heures, je me dis, mais en fait, j'ai pas du tout envie de me le taper. Ce mec, il est génial. On va potentiellement passer 2 ou 3 semaines ensemble, puisqu'on a fait toute une partie du Laos ensemble. Et en fait, j'avais plus du tout. En fait, j'ai presque eu beaucoup moins de libido en 5 mois de voyage qu'en 5 mois à Paris. Et ça a été le cas d'ailleurs. Et vraiment, quand je me suis rendu compte que les relations avec les gens prenaient, sans que j'ai besoin de séduire, sans que j'ai besoin d'être maquillée, apprêtée, machin. Parce que t'es à l'arrache, t'es en tongs, t'es en débardeur, enfin tu fais des treks, tu transpires, t'es dégueulasse. Pascal, il donne Pascal une tête. avait- Moi, j'opine, ça m'a surpris. C'est une petite digression quand j'ai fait ce voyage. Donc, je me suis retrouvé à observer des couples qui voyageaient ensemble. Et je me disais, effectivement, toute séduction physique avait disparu chez les 2 membres du couple. Et tu dis, effectivement, ça doit être des couples très unis parce que vraiment, quand tu vois ta copine ou ton copain dans ces états-là où il y a plus rien, quoi. C'est des fois le matin, tu sais que tu te lèves, tu t'enfiles un short et tu bouges, quoi. Donc, il y a plus les appareils de séduction qu'on a ici. Exactement. Où on se lave, on se maquille, on se coiffe, on choisit les vêtements et tout. Là-bas, tu choisis pas tes vêtements, en fait. Tu prends le premier t-shirt, tu le mets et c'est exactement ça. avec, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que vraiment, il y a abstraction de toute l'enveloppe, en fait, que tu mets pour te cacher. La superficialité. Exactement. Et en fait, c'est une mise à nu. Pour moi, c'est vraiment une mise à nu dans le sens où t'as plus rien pour te cacher. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, même si tu veux, t'es encore un peu dans ce rôle de celle que j'étais quand j'étais à Paris. En fait, au fur et à mesure, c'est comme tout. Au début, tu continues un peu à te maquiller parce que c'est dur aussi, tu vois, quand t'es une nana, etc. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, le maquillage t'oublie. Donc quand tu reviens en France, ça change quoi alors? Par exemple, tu te maquilles moins. Bah oui, quand tu reviens après ces 5 mois là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dépression. C'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Post-voyage. C'est la vérité, ouais, bien sûr. Ouais. C'est la vérité parce que quand tu reviens, en fait, tu sais. En fait, ce qui est très dur, c'est que tu dois faire fitter ton cadre de vie d'avant avec ta nouvelle personnalité. C'est-à-dire que tu reviens dans ton appartement, dans ta routine parisienne, avec tes potes, alors que Tu penses toujours que t'es une teufeuse, c'est ça? Je crois tes potes, qui pensent Exactement. toujours que t'es genre la meuf Exactement. qui va... Et là, en fait, c'est Et hyper ça, comment dur. t'arrives à le confronter, en fait? Eh bien, Au bout d'un moment, en fait, t'es obligé de t'arrivais pas à le confronter avant, en gros. Tu l'as un peu fui, dans un sens. Ouais, tout à fait. En fait, je pense que j'ai réussi à faire accepter ça aux gens de manière tout à fait naturelle, on va dire, parce que j'ai eu le temps pendant les 5 mois de faire ce travail sur moi, de trouver qui je voulais être. Alors toujours une fêtarde dans l'âme, bien sûr, mais plus calme et plus posée et qui sait où elle va dans sa vie, qui a goûté à la liberté et qui est aujourd'hui capable d'affirmer ce qu'elle veut être. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de vivre dans le regard des gens, etc. Aujourd'hui, je suis capable de dire, en fait, non, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de boire, je n'ai pas envie de sortir, ou je n'ai pas envie de faire ceci, ou je n'ai pas envie de faire cela. Et c'est pas grave, en fait, ça te fait chier. Et beaucoup de mes potes que je retrouvais quand je suis rentrée de voyage et que j'avais pas envie de boire, parce qu'à la limite, je buvais une pinte et j'étais bourrée, parce que j'avais plus l'habitude de boire, et on me disait, putain, mais t'es chiante, il est 22h, t'as déjà arrêté de boire. Et niquez-vous, les gars, quoi. Tu vois? Et la pression, elle vient de là, en fait. Et ça, tu pouvais pas le dire avant? Non, j'y arrivais pas. T'y arrivais pas? Non. C'est culturel, c'est quoi? C'est lié à ton... Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dire non au shot. Quand la tournée de shot arrive, il y en a qui disent non, désolé, salut quoi. Mais toi, t'y arrivais pas? Non. C'est pas un jugement. Non, mais moi je n'y arrivais pas parce que je pense que t'as une certaine pression. Ouais. Vraiment. La pression du collectif qui t'incite à avoir le comportement qu'ont tous les membres du groupe. Exactement. Et en revenant, cette pression, elle était partie et t'arrivais à dire ok, je bois plus de shot, et du coup ça a changé ton rapport avec ces groupes. Tu les vois moins, tu les vois plus, tu les vois de manière plus qualitative. Comment c'est En fait, je pense que au début ils ont été choqués, surtout venant de ma part, genre. Ah oui. T'avais vraiment une image. Une belle étiquette. Hein. Mais qui est pas ça, tu vois, genre qu'est-ce En fait, tu nous as pas dit, mais c'est toi qui arrivais avec le plateau de shot. Souvent. Souvent. Ça, c'était celle qui disait. En vrai, c'était un peu ça. C'était genre, on y va. Non, on reprend un dernier verre. Tu vois, la buseuse. C'est un peu moi. Et en fait, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'allais dire?
Tu me disais la pression sociale. Oui, tu disais, oui, on parlait du retour. Qu'est-ce que tu es devenu dans ce groupe et comment les groupes a réagi? Et ben en fait, c'est super difficile à déterminer, je dirais. Parce qu'en fait, il y a juste un juste milieu. En fait, j'ai poussé le curseur, je l'ai juste fait redescendre, en fait. Donc, aux yeux de mes potes et aux yeux des gens qui m'entourent, je pense qu'il y a toujours cet esprit fêtard et la bonne pote, celle qu'on adore, etc. Mais ils voient aussi que dans mes relations, et que ce soit au travail et dans mes relations humaines avec les gens, j'ai plus du tout la même manière de voir les choses. Je suis plus calme, je suis moins dans le j'avance et je réfléchis après. Et en fait, je crois que les choses se font petit à petit, pas que sur les sorties, mais elles se font sur plein de choses. Quand tu prends un peu de temps avec les gens et que tu dis, tu racontes un peu comment que s'est passé ton voyage, etc. Et en fait, c'est progressif. Et c'est là, en fait, où ça avait été dur avant. C'est que moi, j'aurais voulu que ça change tout de suite. Et en fait, là, maintenant, j'étais suffisamment armée grâce au temps que j'avais pris en voyage et à la confiance que j'avais réussi à me donner, la confiance que j'avais en moi-même. Et en fait, tu grappilles des petits bouts de centimètres un petit peu à chaque fois. Et en fait, au bout de 1 mois ou 2 mois que je suis rentrée, genre les gens m'ont dit mais c'est incroyable le travail que tu as fait sur toi. Et voilà. Ça fait un peu le lien avec la relation que tu as eue à l'époque. Est-ce que justement tu penses que tu as perdu de la confiance à l'époque dans ta relation ? Justement, après la relation, tu n'avais plus confiance en toi, donc tu sortais, donc tu faisais n'importe quoi, selon ce que tu nous as raconté. Et tu as eu besoin de temps et de ce voyage, donc de prendre du recul à la fois physiquement et en termes de temps, pour retrouver cette confiance que tu avais perdue peut-être à cause de la relation qui était dure, quoi. C'est fort probable. Je pense que j'avais perdu beaucoup de confiance et de manière générale dans le sexe opposé, mais aussi en moi, parce que c'est vrai, comme je disais, j'ai accepté de changer pour quelqu'un et j'ai un peu revu mes principes à la baisse, etc. Et en fait, du coup, je savais plus trop. Il y avait une vraie perte de confiance et je savais plus trop qui j'étais, quoi. Et comment t'abordes les relations aujourd'hui ? Justement, de façon, en tant que femme nouvelle. Alors, qui a repris confiance. Ouais. Eh ben, je crois qu'aujourd'hui, je suis prête à rencontrer quelqu'un, ce qui n'était pas le cas, et c'était vraiment, je suis aujourd'hui seule, mais je suis très bien seule. Et là où avant, j'étais plus dans vite, trouvons quelqu'un pour combler un vide. Aujourd'hui, je suis plus prête à prendre n'importe quoi pour combler ce vide. Donc en fait, je me laisse le temps de trouver la bonne personne et celle qui me donnera envie effectivement de me poser, parce que comme j'aime aussi ce goût de la liberté, j'aime pas trop qu'on me donne des contraintes et j'aime pas trop qu'on m'asphyxie un peu, tu vois. Le couple, pour moi, je trouve ça génial, mais je trouve que c'est génial quand chacun a sa vie de son côté. Et en fait, pour l'instant, je suis pas prête à faire des concessions. J'ai vraiment goûté à la liberté. Et je pense que la personne qui va me faire revenir un peu là-dessus, elle va falloir qu'elle s'accroche, qu'elle soit bien armée et qu'elle soit... Ok, c'est annoncé. C'est un petit message, quoi. Allez, donc, bonne chance. Non, mais veulent s'accrocher. C'est ça. J'ai une dernière question, moi. Pour ceux ou celles qui seraient aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu as été, c'est-à-dire un peu coincé par ces contraintes sociales, ces contraintes personnelles, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour se retrouver, pour reprendre leur vie en main ? C'est assez difficile. Moi, je sais que ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est le fait de partir. Alors, je sais que moi, ça a été mon échappatoire, mais tout le monde n'a pas la possibilité de trouver son travail et de quitter son travail, et de partir. Je pense que T'as quitté ton travail aussi, vraiment ? Ouais. T'as juste fait un break. J'ai quitté mon travail. Fini, quoi. Ouais. C'est bien, ça. T'as repris le même après ou non, hein ? Ah oui, ok. Non, j'ai breaké. J'avais besoin, en fait, d'écrire une nouvelle page, en fait. J'ai dit nique à tout et je recommence à zéro. Et je pense que le premier truc que je voudrais dire aux gens, c'est le seul conseil, ça pourrait être d'abord de faire un bilan et d'essayer de chercher, je pense, dans notre entourage ou dans des personnalités, ce qu'on aime chez les autres et ce qu'on voudrait être. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, tu fais un puzzle en disant, tu vois, chez un tel, j'adore ce truc de me dire... c'est un peu compliqué. En fait, il faut reconstruire une personnalité. Et en fait, l'idée, c'est quand tu ne sais pas qui tu veux être, essaye de regarder un peu
les gens que t'aimes, les gens que t'apprécies, et essaye de comprendre comment ils agissent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont à l'écoute? Est-ce que c'est parce qu'ils sont patients? Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de grappiller un peu à droite, à gauche, pour essayer de prendre le meilleur et de le prendre pour toi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aurais dit de t'écouter, mais je trouve ça magnifique ce que tu dis. Après, c'est une belle image, ouais. Je pense que c'est... Et en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est aussi être capable d'en parler. Je pense que moi, si j'en avais plus parlé à mon entourage, peut-être que j'aurais pu être aidée dans cette quête de mon nouveau moi. Et effectivement, moi, j'ai décidé de le faire seule et de partir. Mais je pense que de un, déjà, il faut en parler avec ses amis, parce que ses amis sont aussi capables de nous dire, bah ouais, c'est vrai que parfois, t'as un comportement un peu étrange ou tu vrilles un peu. Et je pense que c'est effectivement essayer de trouver ses faiblesses et après essayer de voir comment on peut optimiser ça avec effectivement prendre un peu le meilleur de chacun et essayer de voir si c'est pas comme ça qu'on a envie d'être. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Super. Merci. Bah, de rien. Merci pour nous avoir partagé tout ça. On a fini. Merci les gars. C'était un joli mot de la fin. Ouais, c'était un très joli mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mitch. Merci chers auditeurs et auditrices. Donc on attend vos avis et vos partages d'expériences sur nos réseaux en commentaire, sur Instagram et YouTube. Vous tapez Les Gentilshommes dans les moteurs de recherche et vous suivez notre logo. Merci à nos tipeurs qui contribuent à l'existence de ce podcast. Je vais les citer. Nous avons Anne, Grégory, Michael, Valentin, Hubzero, Sophie, Bidule, Nicolerme, Fab, Telkmark, Flo, Charlotte, Mathilde, Rio, Jimmy, Lolo, mais aussi Romane, Anne, Emeline et Axel, que je tiens à remercier, qui nous a remercie plus qu'énormément, lui. Il nous a tippé 100 € pour le mois de décembre, Axel. Merci beaucoup. Tu es formidable. Nous avons, on a fait quoi? On a bu des shots. On a bu pour 100 €. On a fait un plateau de shots. Voilà, les shots. On a tout cramé. Avec les gars. Non, mais du coup, on est. Merci beaucoup. Ça nous aide. Ça nous permet de maintenir la communication et tout ça. Merci. Merci vraiment. beaucoup, Axel. Merci à tous les autres qui contribuent à leur échelle. Bien sûr. Les autres ont aussi donné, certains sont abonnés depuis 1 an, donc il y en a qui ont donné au moins 100 € aussi depuis un an. Oui. Hein. Donc merci vraiment merci pour votre soutien, ça nous importe beaucoup. Et retrouvez tous nos épisodes sur lesgentilshommes.fr et à bientôt. Cynthia. Ouais. Merci. Qui ça? Tu l'as dit déjà, merci à Cynthia. Mais elle veut pas qu'on le dise, elle n'existe pas, Cynthia. Elle dit à chaque fois ne parlez pas de moi. D'accord. C'est vrai, je peux? Merci Cynthia. Merci, je vais le rajouter à ma liste de merci. Alors. Merci Mégane et merci à vous chers auditeurs. À bientôt. Salut. Au revoir. Ciao.